Salutations, compagnonnettes et compagnons, sœurs et frères du monde médiéval. Je suis Baliant Taillefer pour te servir. Si tu es ici, c'est que tu as vu sur ton YouTube une petite vignette avec une chaîne Waywicktis, la chaîne de Baliant Taillefer. Je te remercie de me faire l'honneur de venir me rendre visite. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, Bohémond? Aujourd'hui, on va parler de Charles VI, le roi fou. Charles VI, mais bien sûr, Charles VI. Je commence une saga sur le roi de France Charles VI, dit le Fol ou le Bien-Aimé. Cette saga, en plusieurs épisodes, je l'appelle Charles VI, une histoire de fou. Tu vas comprendre pourquoi. Aujourd'hui, nous sommes le 5 août 1392. Sous le règne, donc, du dit Charles VI, qui a 24 ans. Nous sommes dans la forêt du Mans. Forêt du Mans, très belle ville du Mans, avec une muraille romaine en quasiment parfait état, sur une centaine de mètres. On en reparlera. Alors, l'armée royale, que l'on appelle l'Ost, traverse cette forêt. Il y a le roi, ses plus proches conseillers, son frère Louis d'Orléans, ses gardes autour de lui, et un très grand chevalier, Jean II le Mingre, dit Boucicaut. C'est important pour la suite. Il fait très chaud. On est au mois d'août, la chaleur est écrasante. Les hommes d'armes, les chevaliers, chevauchent leur monture, ils avancent doucement. Tout le monde est plus ou moins assoupi par cette chaleur. Et chacun a chaud parce qu'il porte une armure de tôle que l'on appelle armure de plate dans notre jargon. Et les fantassins, eux, portent des cottes de mailles et des vêtements rembourrés qu'on appelle gambissons. Le convoi circule très lentement. Tout à coup, un vieil homme, un vieillard hirsute, vêtu de haillons, se précipite devant le roi Charles VI. Il lui saisit la bride et lui dit: noble roi, ne va pas plus avant, tu es trahi. Le roi Charles VI a du mal à maintenir sa monture effrayée, lui-même est très très effrayé. Il est bouleversé par cette apparition presque démoniaque. Alors, les gardes s'emparent du vieil homme, ils l'écartent. Charles VI ne dit pas un mot. Il reste là, sidéré par cette apparition. Il ne comprend pas ce qui se passe. Alors ses conseillers lui parlent, lui disent: ne craignez rien, sire, ce n'est qu'un pauvre folle qui erre par ces bois. Et l'armée se remet en route, comme ça, toujours sous cette chaleur écrasante. Et puis à un moment, un petit incident minime, mais qui aura des répercussions colossales pour le royaume de France. Les soldats, les fantassins, les piquiers portent des lances, des piques, un peu plus longues que celles-ci. Imagine les soldats en armure, avec leurs armes, qui marchent en rang, et tout à coup, l'un qui est plus ou moins assoupi va laisser tomber sa lance sur le casque et l'armure de son voisin. Ça va faire quelque chose un peu comme ça. Imagine quand tu as toute la vaisselle de ton vaisselier qui se casse la gueule dans la cuisine. Ben, ça fait un peu le même bruit. Alors là, Charles VI s'éveille soudain de sa torpeur et il se demande ce qui se passe. Parce que dans sa tête, il y a un doute. Il se dit: je suis trahi. Mais peut-être que oui, je suis trahi. Mais par qui?
Par mon frère Louis d'Orléans? Par mon fidèle Boucicaut? Par mes oncles? Y a-t-il un complot autour de moi? Et il était là en train de chevaucher, écrasé par la chaleur. Et quand il entend ce bruit démoniaque, il saisit son épée. Et là, il commence à ferrailler. Il commence à donner des coups d'épée un peu partout, sur tout le monde autour de lui. Il tue un garde, 2 gardes. Les autres s'écartent de lui. Personne n'ose sortir son épée. Évidemment, on ne peut pas se permettre de tirer l'épée contre le roi de France, c'est pas possible. Et puis à côté de lui, il y a donc Louis d'Orléans, son jeune frère cadet. Il le regarde, et là, il lève son épée, et il commence à ferrailler. Louis d'Orléans sort la sienne, et il essaie de se pousser. Il essaie de se défendre contre les coups d'épée de son frère. Il ne peut pas non plus donner un coup d'estoc ou un coup de taille pour oxyre le roi, c'est pas possible. Heureusement, dans tout ce bordel, il y a le fidèle Boucicaut, le meilleur chevalier du monde de l'époque, de cette fin du XIVe siècle, qui va réussir à sauter sur le roi, à le maîtriser, à lui arracher son épée. Ah, Boucicaut, Boucicaut, Jean de Lemingre, un chevalier de petite noblesse, mais un homme qui sera maréchal du royaume, qui sera fidèle parmi les fidèles du roi, et qui aura une vie exceptionnelle. Il va se battre un peu partout. Il va se battre en Terre Sainte. Il va se battre avec les chevaliers teutoniques. Il sera gouverneur de Sicile. Ah, je vois qu'on me fait un signe. Oui, il y a un problème. Bah, t'arrêtes pas de faire des digressions, donc après on comprend plus rien. D'accord. Oh, effectivement, je digresse. C'est mon gros défaut, je digresse. Je pars dans tous les sens en même temps. Bon alors, ce que je vais faire, Boucicaut, il faudra que je vous en parle. On en reparlera de ce Boucicaut. Je vais faire une petite série annexe, les parenthèses. Et peut-être dans la prochaine vidéo, je parlerai de la vie du seigneur Jean de Lemingre, dit Boucicaut. Bon, je reprends mon histoire. Merci, Bohémie. Je reprends mon histoire. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Tous les hommes d'armes, tous les chevaliers, tous les proches du roi ont vu que celui-ci était tombé dans une crise de folie démoniaque, qui lui a fait faire des gestes de violence. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bah déjà, l'expédition contre la Bretagne, c'est terminé. On rebrousse chemin vers Paris. Il y a un truc que t'as pas compris, Bohémond? Mais pourquoi ils allaient en Bretagne? Ils allaient se battre contre qui? La Bretagne, évidemment. Donc Lost est parti de Paris, direction la Bretagne, en passant par la forêt du Mans. Pourquoi la Bretagne? Le connétable de l'époque, donc le chef de l'armée royale, s'appelle Olivier de Clisson. Et il se trouve qu'il va être victime d'un attentat. On va essayer de l'assassiner. Un soir, il va repartir de l'hôtel Saint-Paul où vit Charles VI, son roi, pour rentrer chez lui à l'hôtel de Clisson, qui correspond aux archives de la ville de Paris. Et ce faisant, il arrive, alors je pense qu'il est seul, hein, certainement à mule, peut-être à pied, peut-être à dos de mule. Toujours est-il que Clisson, c'est un gaillard, c'est un très bon combattant, très brutal, mais très bon combattant. C'est pas quelqu'un qui se laisse impressionner. Et si tu me suis et que tu es parisien, tu connais la rue de Rivoli, la plus longue rue de Paris. La rue de Rivoli, à l'est, elle se continue par la rue Saint-Antoine. Et tu as la rue de Sévigné. Et à cet endroit-là, il va y avoir une tentative pour assassiner Olivier de Clisson. Plusieurs hommes d'armes vont lui sauter dessus et vont essayer de le tuer. Lui, il va sortir son épée et il va se défendre. Mais bon, les assaillants sont plus nombreux. Alors il va se sauver et il va réussir à se cacher dans le fournil d'un boulanger pas très loin du lycée Charlemagne. Voilà, tu vois un peu l'endroit. Néanmoins, Olivier de Clisson est blessé. Et on va réveiller le roi pour lui expliquer que son fidèle connétable a été menacé et blessé
dans une tentative d'assassinat. Et qui est le meneur des hommes d'armes? C'est Pierre de Cran. Pierre de Cran réussit à se sauver et il va se réfugier chez le duc de Bretagne, Jean IV. Charles VI ne peut pas laisser cette tentative de crime impunie. Il va donc ordonner au duc de Bretagne de lui livrer Pierre de Cran pour le juger. Le duc va refuser. Automatiquement, on comprend tout de suite que c'est le duc de Bretagne qui est l'instigateur de la tentative d'assassinat. Aussi le roi décide au mois d'août de marcher sur la Bretagne. Voilà, j'ai répondu à ta question. Ça me semble plus clair. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Le roi est fou. Le roi est fou. On ne peut pas laisser un roi de 24 ans à la tête du royaume. C'est pas possible, c'est pas inimaginable. Alors que va-t-on faire? Le conseil royal va se réunir. Le conseil royal, c'est quoi? C'est le duc d'Orléans, Louis d'Orléans, le frère cadet. C'est la femme de Charles VI, Isabeau de Bavière. Et ce sont les proches conseillers du roi, les marmousets, dont Olivier de Clisson, qui se remet de ses blessures, et les oncles du roi. Les oncles du roi, il y en a 3, ce sont des grands féodaux. Il y en a 3 du côté de son père, et il y en a un du côté de sa mère. Du côté de son père, le duc de Bourgogne, Philippe de Le Hardi. J'aurais beaucoup de choses à dire sur lui, mais on en reparlera aussi. Le duc Jean Ier, duc de Berry. Louis d'Anjou, duc d'Anjou. Et du côté de sa mère, le frère de sa mère qui est Jeanne de Bourbon, le duc Louis II de Bourbon, qui participera pas mal aussi à la vie du roi. Et donc ce conseil va décider que si la folie du roi n'est que temporaire, et s'il fait des crises par intermittence, comme on le pense, le conseil va régner à sa place. Et puis pendant ces périodes de lucidité, il reprendra le pouvoir. Mais néanmoins, il y aura toujours une espèce de tutelle juridique. Alors évidemment, il y a beaucoup de sous-entendus, d'idées sous-jacentes dans ce conseil. Parce qu'il y a quelqu'un qui est quand même très intéressé par la folie du roi, c'est son frère, Louis d'Orléans. Parce qu'il se dit que si Charles VI, son frère, est dans l'incapacité de gouverner, c'est lui qui va prendre les rênes du pouvoir. Louis d'Orléans, c'est quelqu'un qui est très orgueilleux et qui a une cupidité et un besoin de pouvoir énorme. Et on verra qu'effectivement, il essaiera de prendre les rênes et entrera très vite en conflit avec le duc de Bourgogne. Mais on en reparlera une prochaine fois. Alors, pourquoi le roi est-il devenu fou comme ça? Parce que bon, d'accord, la chaleur, un grand bruit, un bordel autour de lui, d'accord. C'est un peu juste pour expliquer tout ça. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que peu de temps auparavant, Charles VI a fait une fièvre typhoïde. Et à l'époque, on n'avait pas les antibiotiques. Donc forcément, ça lui a peut-être laissé certaines séquelles au niveau du cerveau. Ensuite, sa mère, Jeanne de Bourbon, à 36-37 ans, a fait un grave épisode d'aliénation mentale. Elle est restée folle pendant plusieurs mois. Et Charles d'Orléans, c'est quelqu'un... C'est un brave homme, hein. C'est pas un seigneur brutal. Il est très aimé de son peuple. C'est quelqu'un qui aime la guerre, c'est quelqu'un qui aime se battre en tournoi, en joute. Mais dans sa jeunesse, il était aussi un peu lunatique, un peu rêveur. Il avait des accès de dépression, des accès de joie immodérée. On dirait bipolaire maintenant. Alors voilà. Le roi est fou. Et ça va avoir de très graves conséquences pour le royaume de France. La suite au prochain épisode. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, si tu as aimé cette vidéo, la première que j'ai l'honneur de te présenter, tu mets un pouce bleu, tu peux t'abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir, tu en parles autour de toi, et tu vas sur les liens qui sont ci-dessous, je pense,
Tu pourras avoir accès à mon Facebook. Tu pourras avoir accès à mon Instagram et à tous les autres réseaux sociaux. Je te remercie pour ton attention et j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt. Et n'oublie pas, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.